Bruce Springsteen, connu dans le monde entier sous le surnom de The Boss, a toujours canalisé la douleur brute d'une enfance troublée et le tumulte de ses relations personnelles dans sa musique. Ayant grandi dans le New Jersey ouvrier, il a affronté le rejet et les difficultés, des expériences qui se retrouvent dans chaque parole et chaque note. Des premières romances formatrices à l'effondrement amer de son premier mariage, sans oublier l'amour stable et transformateur qu'il a trouvé auprès de Patti Scialfa, chaque chapitre de sa vie a ajouté de la profondeur à son art narratif. Maintenant, à 75 ans, il admet enfin ce que nous soupçonnions tous. Derrière les hymnes et les performances légendaires se cache un homme qui a lutté contre des démons intérieurs profonds, transformant le chagrin d'amour en art et la lutte en résilience. Quelle vérité cachée révèle-t-il sur les sacrifices et la douleur qui ont forgé sa musique inoubliable? Un voyage à travers l'amour et la perte. Les relations personnelles de Bruce Springsteen ont toujours été aussi essentielles à sa vie que sa musique. Chaque romance, chagrin d'amour et retrouvailles contribuant à l'émotion brute et à la narration dont il est reconnu. Bien avant la célébrité et la fortune du boss, un jeune Bruce a vécu des relations précoces qui ont semé les graines des thèmes du désir, de la passion et de la vulnérabilité qui allaient plus tard imprégner ses chansons. Au lycée, Springsteen fut engagé dans une relation sérieuse avec Inez Conover. Bien qu'Inez ne soit jamais devenue une figure publique, sa présence durant ces années formatrices a aidé Bruce à comprendre les complexités de l'amour et du désir. Plus tard, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, son implication passionnée avec Diane Lozito a encore façonné son univers émotionnel. Cette relation fut intense et déterminante, un aperçu de la nature douce amère de l'amour qui allait résonner tout au long de sa carrière. Ses premières relations, bien que discrètes et personnelles, lui ont appris que l'amour était à la fois beau et douloureux, une dualité qui deviendrait un thème central dans ses paroles. Alors que sa carrière musicale commençait à prendre forme dans les années 1970, le cercle des intérêts romantiques de Bruce s'est élargi, notamment parmi ceux liés aux arts. Il a brièvement fréquenté l'artiste Karan Bihari, qui a ensuite affirmé que la chanson Candy's Room de l'album Darkness on the Edge of Town avait été inspirée par elle. Ce lien précoce entre sa vie personnelle et sa production créative préfigurait l'interconnexion entre son art et ses relations. Parallèlement à Bihari, la jeune vie adulte de Springsteen a connu des romances éphémères mais significatives avec la photographe Lynn Goldsmith, dont le travail iconique allait finir par documenter la culture rock, et la mannequin Karen Darwin, rappelée pour sa présence durant ses débuts dans le milieu musical. Chacune de ces rencontres, bien que passagère, a enrichi son vocabulaire émotionnel, ajoutant des couches d'expérience qui ont alimenté son écriture. Le début des années 1980 a marqué un tournant, alors que la montée en notoriété de Springsteen attirait une attention accrue sur sa vie personnelle. Durant cette période, il a connu une relation avec l'actrice Joyce Heiser, qui a duré environ 4 ans. Bien que cette romance n'ait pas été destinée à durer, elle coïncida avec une période d'expérimentation artistique pour Springsteen. La turbulence émotionnelle de ces années semblait refléter l'évolution de son son musical. Un son qui commençait à aborder des thèmes plus profonds de désespoir et de désillusion. Au milieu du tumulte des débuts des années 1980, 2 femmes allèrent bientôt avoir un impact profond sur sa vie. La première fut Julianne Phillips, une actrice et ancienne mannequin dont le charme a captivé Bruce à une époque de pression croissante due aux tournées incessantes et aux attentes du public. Leur romance fulgurante aboutit à un mariage le 13 mai 1985 à l'église catholique Notre-Dame du lac de Lake Oswego, en Oregon. Pourtant, malgré la romance initiale, l'union fut semée d'embûches. Un écart d'âge de 11 ans, des origines différentes et les exigences incessantes de la vie sur la route ont rapidement révélé de profondes fissures dans leur relation. Les thèmes du mécontentement,
de l'isolement et du coût d'une vie de rockstar ont fini par transparaître dans son œuvre, notamment sur l'album Tunnel of Love. Vers la fin des années 1980, la pression devint insupportable. Julian Phillips a demandé le divorce le 30 août 1988, invoquant des différences irréconciliables, et la séparation fut officialisée le 1er mars 1989. Cette dissolution douloureuse laissa Springsteen sans enfant, issu de ce mariage, et marqua un chapitre significatif et triste de sa vie. Le véritable tournant survint lors d'une rencontre au Stone Pony à Asbury Park, dans le New Jersey, où Springsteen rencontra Patti Scialfa. Cette nuit fatidique, alors que Scialfa se produisait aux côtés de son ami Bobby Bandiera, sa voix distinctive et sa présence scénique authentique le captivèrent immédiatement. Ce qui avait commencé comme une simple conversation amicale s'épanouit rapidement en une connexion profonde et durable. Reconnaissant à la fois son talent et le potentiel d'un partenariat personnel fort, Springsteen invita Patti à rejoindre l'E Street Band pour la tournée Born in the USA au début de 1984. Cette collaboration posa les bases de ce qui allait devenir la relation la plus durable de sa vie. Tandis que le mariage de Springsteen avec Julian Phillips se délissait, sa connexion avec Patti se renforçait. La tournée Tunnel of Love Express en février 1988 consolida encore davantage leur lien. Pendant cette période turbulente, l'engagement de Patti dépassait largement son rôle de membre du groupe. Elle a reporté ses projets solo pour le soutenir en tournée. Malgré le regard critique du public sur le développement rapide de leur relation, Springsteen resta ferme dans sa conviction de son authenticité. Dans des interviews, il a plus tard exprimé des regrets quant à la manière dont la transition avait été gérée publiquement, notant que son désir de vie privée se faisait parfois au détriment de la transparence. Néanmoins, une fois la poussière retombée sur son précédent mariage, Patti vint habiter avec lui, et leur relation se transforma en un partenariat indissociable. Bruce Springsteen et Patti Scialfa officialisèrent finalement leur union par une cérémonie de mariage privé le 8 juin 1991, tenue dans leur maison à Los Angeles en présence uniquement de la famille proche et d'amis. Avant ce mariage, le 25 juillet 1990, Patti avait donné naissance à leur premier enfant, Evan James Springsteen, une étape marquant une rupture nette avec les relations éphémères du passé. Leur famille s'est ensuite agrandie avec la naissance de leur fille Jessica Ray Springsteen et de leur fils Samuel Ryan Springsteen, consolidant une nouvelle phase dans la vie de Springsteen axée sur la stabilité, l'amour et la responsabilité. La décision de fonder une famille a entraîné des changements profonds. Bien que Bruce et Patti aient conservé des résidences dans divers endroits, notamment à Los Angeles et à Wellington, ils ont finalement choisi de s'installer dans le New Jersey. Retourner à leurs racines offrait un environnement stable pour leurs enfants, loin des projecteurs incessants et de l'intrusion médiatique qui avait longtemps caractérisé la vie de Springsteen. Vivre dans une ferme équestre à Colts Neck Township et dans une maison à Rumson leur a permis de cultiver un sentiment de normalité au milieu du monde chaotique du rock'n'roll. Tout au long de sa carrière, les relations personnelles de Springsteen ont profondément influencé son travail créatif. Les émotions brutes et les conflits intérieurs éprouvés lors de ses romances brèves mais intenses, ainsi que le chagrin d'une union ratée, se sont retrouvés dans sa musique. Des albums comme Tunnel of Love révèlent les luttes de l'amour et de la perte, tandis que le partenariat durable avec Patti Scialfa a apporté la stabilité et l'inspiration nécessaires pour naviguer les pressions de la célébrité. Ces relations ont servi à la fois de muse et de miroir, reflétant le pouvoir transformateur de l'amour, même lorsqu'il est teinté de tragédie. En fin de compte, le parcours de Bruce Springsteen à travers l'amour et la perte est aussi captivant que sa musique. Chaque relation, des premières leçons discrètes du premier amour à l'effondrement douloureux de son premier mariage, en passant par la force stabilisatrice de son lien avec Patti Scialfa, a laissé une empreinte indélébile sur son âme.
Ces expériences ont nourri son écriture, lui permettant de créer des hymnes qui résonnent profondément chez quiconque a connu la douleur de la perte et l'espoir du renouveau. Son histoire est un témoignage du pouvoir durable de l'amour pour à la fois briser et guérir, nous offrant un aperçu du cœur d'un homme qui a transformé le désespoir personnel en art universel. L'enfance tumultueuse. Revenons maintenant au tout début, au moment et à l'endroit où une star est née. Né le 23 septembre 1949 à Long Branch, dans le New Jersey, l'enfance de Bruce Springsteen à Freehold Borough fut marquée par les difficultés et une lutte incessante. Élevé dans un foyer ouvrier, la jeunesse de Bruce se partageait entre l'instabilité chaotique de son père, Doug Springsteen, et le soutien modeste et constant de sa mère, Adele. Doug passait d'un emploi à l'autre, chauffeur de bus, ouvrier dans une usine et gardien de prison, tout en luttant contre ses propres démons intérieurs, laissant peu de place au soutien affectif dont Bruce avait désespérément besoin. Bien que le travail d'Adele en tant que secrétaire apportât une certaine stabilité, il ne pouvait masquer le sentiment omniprésent d'impermanence qui hantait les années formatrices de Bruce. Dès ses premiers souvenirs, Bruce se sentait comme un étranger dans sa propre maison. Il a un jour remarqué, « Quand je grandissais, il y avait deux choses impopulaires dans ma maison, moi et ma guitare. » Cette confession amère résume une enfance marquée par le rejet. Un jeune garçon laissé à lutter contre des sentiments d'inadéquation, non seulement à cause de la distance émotionnelle de son père, mais aussi en raison d'un environnement qui ne l'acceptait jamais vraiment. Plus tard, Bruce reconnut que cette relation troublée lui avait fourni la matière brute pour écrire ses chansons, admettant « Je dois lui en être reconnaissant. Car qu'est-ce que j'aurais pu écrire sans lui ?» L'école n'était pas non plus un refuge. Bruce fréquentait un collège catholique strict où la conformité était exigée et l'individualité punie. Un souvenir douloureux de la 3e année reste encore vif. Une religieuse l'avait poussé dans une poubelle sous son bureau en déclarant que c'était là qu'il devait être. Il se rappelait aussi avoir été le seul acolyte renversé par un prêtre pendant la messe. Ces dures confrontations avec l'autorité renforcèrent son sentiment d'aliénation et jetèrent les bases d'une méfiance durable envers les systèmes rigides. Au milieu de cette cruauté, la musique est apparue comme le sanctuaire de Bruce. Sa première rencontre avec le rock and roll eut lieu lorsqu'il vit Elvis Presley dans l'émission The Ed Sullivan Show. Elvis était aussi grand que tout un pays, aussi grand que tout un rêve, se souvint-il plus tard, captivé par la défiance et l'aura hors du commun d'Elvis. Pour Bruce, Elvis symbolisait l'espoir, un rebelle luttant contre les contraintes étouffantes du quotidien. Sensibilisé par l'émergence de la passion de son fils, Adele contracta un prêt pour lui acheter une guitare Kent à $60 pour son 16e anniversaire. Ce modeste instrument devint rapidement le compagnon le plus fidèle de Bruce, un outil par lequel il transforma sa douleur intérieure en une musique résonnante et porteuse d'âme. Pourtant, même si ses doigts effleuraient l'agonie de sa jeunesse, l'influence de son père restait omniprésente. Doug Springsteen avait une passion presque obsessionnelle pour la conduite, empruntant souvent la voiture familiale pour de longs voyages, sans but précis. « Mon papa était un conducteur », se souvenait Bruce. Il aimait monter dans la voiture et simplement conduire. Il faisait monter tout le monde et nous obligeait à rouler. Ces voyages sans fin, sans destination en vue, ne firent qu'approfondir le sentiment de dépaysement de Bruce. « J'ai vécu la moitié de mes 13 premières années dans une sorte de transe », admit-il plus tard, exprimant la profonde solitude d'un garçon toujours en marge, regardant la vie défiler depuis la banquette arrière d'une voiture. À l'approche de l'adolescence, la douleur de l'isolement ne fit qu'empirer. Lorsque les parents de Bruce déménagèrent finalement en Californie, il fut laissé en arrière dans le New Jersey, avec rien d'autre que des souvenirs amers et une guitare à $18. Cet abandon attisa la flamme d'un ressentiment profond, un désir de connexion qu'il n'avait jamais connu. « J'ai réalisé que nous étions à peu près pareils »,
observa-t-il plus tard, reconnaissant la triste vérité qu'il partageait de nombreux démons avec son père absent. Plutôt que de guérir, cette prise de conscience le poussa à forger une identité distincte de la douleur de son éducation. Frayant son chemin dans un lycée public en tant qu'éternel marginal, Bruce trouvait souvent du réconfort en s'évadant dans l'anonymat de Manhattan lors de virées le week-end. La musique devint son armure et sa voix. La musique était ma façon d'empêcher les gens de regarder à travers et autour de moi. Je voulais que les grands me remarquent. Au cœur de son isolement, le jeune musicien commença à former des groupes et à écrire des chansons avec une détermination féroce. En 1965, alors qu'il terminait encore le lycée, Bruce rejoignit des groupes locaux comme les Castiles, jouant dans de petites salles à Greenwich Village. Chaque performance, chaque chanson écrite dans le silence de la nuit, était un acte de défi face à un monde qui ne l'avait jamais compris. La tragédie de ses débuts fut inextricablement tissée dans ses élans créatifs. Sa lutte pour accorder sa guitare avec celle des autres devint une métaphore puissante de son incapacité à s'harmoniser avec une société qui semblait toujours indifférente. Une tendance imprudente, illustrée par son comportement fou, qui lui valut autrefois une commotion cérébrale à la suite d'un accident de moto, était à la fois un cri d'attention et la manifestation du tumulte qui bouillonnait en lui. À 18 ans, lorsqu'il fut mobilisé pour le service militaire pendant la guerre du Vietnam, sa nature rebelle et son état fragile se combinèrent pour l'épargner d'un conflit auquel il ne croyait jamais. « Je n'irai pas », fut la pensée résolue qui traversa son esprit en se rendant à l'appel, et son échec subséquent à l'examen médical devint, d'une manière tordue, une bénédiction lui permettant de se consacrer pleinement à la musique. Au final, l'enfance tumultueuse de Bruce Springsteen devint le creuset dans lequel son identité artistique fut forgée. La cruauté de l'école catholique, la solitude imposée par un père distant et le réconfort trouvé dans sa guitare se combinèrent pour façonner un homme dont la musique résonnerait à jamais avec des thèmes d'isolement, de désir et de résilience. Ces premières années, remplies de chagrin et d'adversité, jetèrent les bases d'un héritage défini par une honnêteté brute et une beauté envoûtante. Un témoignage du pouvoir transformateur de la tragédie dans la création artistique. Des concerts sur la côte du New Jersey à l'icône du rock. La carrière de Bruce Springsteen est le long et tragique parcours d'un homme dont la musique est née de la lutte et du chagrin. Il n'enregistra son premier album, Greetings from Asbury Park, NJ, qu'en 1973, après des années de petits concerts et de perfectionnement de son art le long du Jersey Shore. Dès la fin des années 1960, Springsteen s'était immergé dans la scène musicale live d'Asbury Park, se produisant avec des groupes précoces comme les Castiles puis Steel Mill, qui comptaient parmi ses futurs membres de l'E Street Band. Cette période fut marquée par une ambition brute, au cœur des dures réalités d'une vie de musicien en marge. En 1972, Springsteen passa une audition devant John Hammond, le repère de talent de Columbia Records, qui reconnut en lui le potentiel de révolutionner le rock. La même année, il forma un nouveau groupe pour enregistrer son premier album. Bien que Greetings from Asbury Park, NJ, ait été publié en janvier 1973 et salué par la critique, son impact commercial resta limité. Les critiques le comparaient à Bob Dylan pour la poésie de ses textes, mais peu auraient pu prévoir l'ampleur de l'homme qui serait bientôt connu sous le nom de The Boss. Le tournant arriva avec la sortie de son deuxième album, The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle, en novembre 1973. Bien que salué par la critique, l'album peina à réaliser des ventes significatives. Derrière ces louanges se cachait un sentiment croissant de tragédie. La musique de Springsteen devenait le vecteur de l'amertume et du désespoir qu'il portait depuis son enfance. Ses chansons, imprégnées des thèmes de l'aliénation et de la perte, reflétaient un homme ayant connu trop d'épreuves pour jamais trouver la paix. En février 1974, lors de l'inauguration du Stone Pony à Asbury Park,
Springsteen commença à se forger une place en tant qu'artiste live. Pourtant, même s'il bâtissait un public fidèle, la pression de se produire et de répondre aux attentes d'un auditoire en plein essor commença à peser lourdement. Sa première percée nationale survint en 1975 avec Born to Run. Enregistré sur 14 mois éprouvants, l'album fut un effort désespéré et frénétique pour capter quelque chose de transcendant au milieu des tourments personnels. En repensant à ces sessions, Springsteen se souvint « J'ai entendu des sons dans ma tête que je ne pouvais expliquer ». Une affirmation qui souligne le chaos intérieur animant son processus créatif. Sorti en août 1975, Born to Run fut accueilli avec un enthousiasme immédiat et écrasant. Son énergie brute et sa qualité d'hymne touchèrent une génération, et Springsteen s'imposa rapidement comme une figure majeure du rock. La même semaine, il apparut sur les couvertures de Newsweek et de Time, marquant une ascension fulgurante vers la célébrité. Pourtant, la lumière des projecteurs était à double tranchant. L'intense examen des médias et la pression de maintenir une image publique se heurtaient aux tourments intérieurs exprimés dans ses textes. « J'étais furieux de l'acétate initial. Je l'ai jeté dans la piscine de l'hôtel où je séjournais », se souvint-il plus tard, révélant un homme en guerre contre lui-même, tiraillé entre sa vision artistique et les exigences commerciales. Après Born to Run, la carrière de Springsteen prit une tournure plus sombre avec la sortie de Darkness on the Edge of Town en juin 1978. L'album abandonna la production luxuriante de son prédécesseur pour un son brut et hard rock, reflétant les dures réalités de la vie américaine. Ses paroles abordèrent la perte, la désillusion et la lutte des gens ordinaires face à des obstacles insurmontables. Bien qu'il se soit vendu à un nombre de copies inférieur à celui de Born to Run, Darkness on the Edge of Town resta sur le palmarès Billboard pendant 167 semaines, preuve de son impact durable et de l'universalité tragique de son message. Lors de performances live souvent longues de plus de 3 heures, Springsteen canalisait ses démons intérieurs dans des démonstrations cathartiques d'émotions brutes. Le début des années 1980 apporta une nouvelle évolution à son œuvre. The River, sorti en octobre 1980, était un double album foisonnant alliant hymnes de fête tapageurs et ballades introspectives. Il capturait la dualité de la société américaine, une nation au potentiel immense, assombrie par une inégalité persistante et le désespoir. Les chansons de The River résonnaient par leur représentation sans concession des rêves brisés et des promesses non tenues, tout en dissimulant une réflexion profondément personnelle sur le sentiment d'échec et de regret de Springsteen. Son album suivant, Nebraska, prit une tournure encore plus sombre. Enregistré sous forme de démos réalisées à domicile, Nebraska était une collection minimaliste et austère, retraçant les dures réalités de la vie ouvrière. Ces récits épurés d'âmes perdues et de rêves en décomposition soulignaient les dimensions tragiques de sa vision artistique. En 1984, la sortie de Born in the USA propulsa Springsteen vers une célébrité sans précédent. Malgré un succès commercial colossal, l'album fut entaché par une interprétation largement erronée. La chanson-titre fut perçue par beaucoup comme un hymne patriotique, une vision qui troubla profondément Springsteen. Lors d'un concert à Pittsburgh, il déclara « Je ne pense pas qu'il ait vraiment écouté celle-ci », en référence à la mauvaise interprétation de son travail par des figures telles que le président Reagan. Cette interprétation erronée devint une source constante de frustration, rappelant que les vérités tragiques qu'il cherchait à transmettre étaient souvent noyées sous le feu des projecteurs du succès populaire. Le milieu des années 1980 apporta également des défis personnels et professionnels. Un litige avec son ancien manager, Mike Appel, ralentit temporairement son élan créatif et le força à se lancer dans de longues tournées pour maintenir sa carrière. Malgré ses revers, Springsteen continua de produire des œuvres marquées par la réflexion et une honnêteté sans compromis. Tunnel of Love, sorti en octobre 1987,
explorait les complexités de l'amour et de la perte avec une maturité issue de nombreuses années de tourments personnels. Il représentait un départ du rock bombastique de Born in the USA, dévoilant plutôt un homme douloureusement conscient des coûts de la célébrité et de la nature éphémère du bonheur. Tout au long de sa carrière, la musique de Bruce Springsteen a été définie par la tension entre triomphe et tragédie. Comme il l'a un jour affirmé, « Je ne le fais pas pour l'argent ou la célébrité, je le fais parce que c'est la seule façon que je connaisse de combattre les ténèbres. » Cette détermination inlassable à capturer les vérités brutes de la vie américaine a cimenté son héritage en tant que conteur transformant le désespoir personnel en hymnes universels, faisant écho aux réalités tragiques de sa propre existence. À 75 ans, il admet enfin ce que nous soupçonnions tous. Derrière ses chansons hymniques et ses performances légendaires se cache un homme qui a combattu les ténèbres avec chaque note. Son honnêteté concernant ses luttes intérieures et les dures réalités de la vie nous rappelle que même les plus grandes étoiles naissent de la lutte. Et maintenant, une question pour vous. Quel moment précis ou quelle parole de la carrière de Springsteen vous fait ressentir que son admission brute reflète véritablement ses luttes intérieures? Et pourquoi? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour d'autres analyses approfondies sur les légendes de la musique.